Dans le cadre de ma campagne et dans l'esprit d'union que j'ai voulu donner à ma candidature, j'ai demandé aujourd'hui à M. Edmond Michelet, ancien ministre mais aussi ancien déporté et député du Finistère, à M. Giscard d'Estaing, ancien ministre et député du Puy-de-Dôme, de bien vouloir se substituer à moi et vous parler. Vous allez donc les entendre maintenant. C'est un compagnon qui passe pour être fidèle, une sorte de mameluc, de Roustan, qui serait allé à l'île d'Elbe pendant la traversée du désert, un élu de la Bretagne, terre de la fidélité, qui veut apporter son témoignage à cet autre fidèle qu'est Georges Pompidou. Georges Pompidou qui a voulu affirmer dès le début de sa campagne que toute son action serait celle de la continuité. Continuité d'abord dans le maintien, et si c'est nécessaire, la défense des institutions que nous a données le général de Gaulle en 1958 et qui ont été ratifiées à 2 reprises par le pays. Institutions, comme il l'a dit, adaptées au peuple que nous sommes, dans le monde où nous nous trouvons et à l'époque où nous vivons. Institution qui serait assurément remise en cause si, ce qu'à Dieu ne plaise, devait triompher l'adversaire de Georges Pompidou. Il y a, c'est singulier, un certain nombre de nostalgiques de la 4e et même de la 3e République. Ils semblent rêver à on ne sait quel retour vers ce que nous avons connu les plus anciens en juin 40, les autres en mai 58. Il y a même, semble-t-il, des nostalgiques de mai 68. Mais à propos de mai 68, je veux tout de même rappeler que les choses se sont passées différemment à Paris qu'à Mexico ou qu'à Prague. Et qu'il faut se souvenir de ce que nous devons à Georges Pompidou, d'avoir su être humain pendant ce mois de mai de l'an dernier. Continuité aussi dans ce visage de la France que, par la politique étrangère, Georges Pompidou veut maintenir. Cette France exemplaire, présente aussi bien à Moscou qu'à Pékin, à Washington qu'à La Havane, cette France qui possède, grâce à De Gaulle, et qui continuera à posséder grâce à Georges Pompidou, ce passeport intérieur dans la vie des peuples pauvres dont parlait André Frossard. Continuité par conséquent dans le maintien des institutions, continuité dans la politique étrangère, continuité aussi, il faut le dire, dans l'œuvre ininterrompue, ou plus exactement dans l'œuvre interrompue de Charles de Gaulle. Tout le problème social qu'a déjà abordé Georges Pompidou par ce désir qu'il a d'obtenir des partis en cause la mensualisation des salaires. Continuité aussi dans cet esprit de dialogue. Un des reproches les plus mal fondés que j'entends proférer à l'égard de mon ami Georges Pompidou, c'est qu'il ne serait pas un homme de dialogue. Or, j'en porte témoignage, il n'est pas une seule délégation, pas un seul citoyen qui ne m'ait demandé d'être reçu par lui, qui n'ait pas été reçu effectivement. Chaque fois que tel syndicat, tel groupement m'a fait savoir, lorsque j'étais son ministre, qu'il désirait rencontrer le Premier ministre, je n'ai jamais reçu de refus. Par conséquent, je le répète, Georges Pompidou est un homme de dialogue, un homme ouvert
aux problèmes contemporains. Un homme de participation, faut employer le mot. Le général nous a dit le 25 avril dernier, je veux le redire après lui et le redire aussi après Paul VI hier à Genève, qu'il faut penser à cette notion de participation. Ce qui n'a pas pu être réalisé par la voie référendaire, il faudra essayer de l'obtenir par la voie parlementaire. Continuité donc également, je le répète, dans l'œuvre interrompue de Charles de Gaulle. Nos fidélités sont des citadelles, disait Charles Péguy. Georges Pompidou est une citadelle de la fidélité. Voilà pourquoi lui va toute ma confiance. Et voilà pourquoi je demande aux Françaises et aux Français de lui faire également toute confiance pour assurer la continuité du gaullisme. Je dois vous dire aujourd'hui, en quelques mots, pourquoi je soutiens la candidature de M. Georges Pompidou. Au cours de la campagne, j'ai déjà donné un certain nombre de motifs de ce soutien. Mais aujourd'hui, dans ce qui est pour moi la seule explication nationale, je voudrais vous donner à vous, madame, mademoiselle et monsieur, le motif final. Celui qui m'a réellement décidé, et que d'ailleurs jusqu'ici, je n'ai dit à personne, pas même à M. Pompidou, ce qui fait qu'il va peut-être m'écouter avec une certaine curiosité. Dans les circonstances actuelles, je crois que la France a besoin de deux choses, un message et une action. Un message, qu'est-ce que cela signifie ? Chacun constate aujourd'hui le désir de changement des Français. Et la campagne électorale a déjà répondu sur un certain nombre de points à ce désir de changement. L'ouverture politique, une information dont l'objectivité serait garantie, une coopération plus étroite entre le Parlement et le gouvernement. Tout cela, j'en suis certain, M. Pompidou nous l'apportera. Mais le désir de changement vient d'un sentiment beaucoup plus profond. Nous sentons tous confusément que la France a de la peine à trouver sa place et son bonheur dans le monde moderne. Et les exemples en sont frappants autour de nous. Je vous en citerai quelques-uns. Malgré son développement constant, notre économie ne réussit pas à soutenir la comparaison des plus vigoureuses. Malgré ses réformes incessantes, notre enseignement n'arrive pas à donner à la jeunesse des moyens efficaces d'emploi et de promotion. L'adaptation aux données nouvelles des secteurs traditionnels tels que l'agriculture ou le petit commerce se déclenche brusquement et dépasse les possibilités humaines et matérielles des intéressés. Les classes sociales dans notre pays restent trop rigides et maintiennent des cloisons absurdes entre les Français. Enfin, de nombreuses personnes, soit âgées, soit isolées, soit simplement démunies de chance, restent en arrière du convoi du progrès et n'en reçoivent que la poussière. C'est pour répondre à tout cela que la France a besoin d'un message qui la convie à entrer dans le monde moderne et qui lui explique les moyens d'y parvenir. Un message généreux, chaleureux, humain. Je suis frappé de voir combien notre politique reste éloignée des réalités humaines et combien, trop souvent, son ton est insensible. Au lieu de s'adresser, par exemple, aux électeurs et aux électrices, c'est-à-dire à des êtres abstraits que l'on tire tous les 4 ans de leur sommeil, je souhaite que l'on parle aux Français réels, c'est-à-dire à Françoise, à Pierre, à Nicole, à Henri.
Naturellement, ce message, j'aurais aimé vous l'exprimer et vous le proposer moi-même dans une campagne comme celle-ci. Mais il y a l'action. Il ne suffit pas de proposer, il faut pouvoir accomplir. Or, pour agir, il faut en avoir la capacité personnelle et politique. Je constate objectivement qu'aujourd'hui, c'est M. Georges Pompidou qui est le plus capable personnellement et politiquement. Le plus capable personnellement. En raison d'abord de ses qualités que vous connaissez, mais aussi de sa préparation. On a dit qu'il a été Premier ministre pendant 6 ans. C'est vrai. Mais qui d'entre vous n'a constaté sa progression régulière au cours de ces 6 années? Et qui d'entre vous n'a observé la manière dont il a su tirer la leçon des faits pour apprendre à mieux surmonter les crises? C'est le signe des hommes intelligents que de continuer à apprendre toute leur vie. Et le plus capable politiquement, car il lui est possible de réunir autour de lui, pour gouverner et pour légiférer, une large équipe libérale dont l'opinion française depuis longtemps souhaite instinctivement qu'elle se rassemble. Puisqu'il est le mieux placé pour agir, c'est-à-dire pour faire entrer le progrès dans la réalité de chaque jour, et pour effacer les taches de pauvreté et d'inefficacité qui ternissent le visage de la France, alors vous tous, Françoise, Pierre, Jacques et Henri, vous voterez pour lui dimanche prochain. Et puisque j'ai la chance d'être avec lui, devant vous, je voudrais lui demander quelque chose. Monsieur Pompidou, nous vous faisons confiance pour conduire l'action. Mais n'oubliez pas le message. Le plus important, sans doute, dans votre rôle, sera de nous proposer et de nous expliquer comment, dans ces temps nouveaux, nous pourrons servir ensemble la cause d'une nouvelle civilisation française. Eh bien, mon cher ami, c'est là en effet la tâche de demain, et si dimanche les électeurs ratifient ce que vous venez de leur conseiller, ce que leur a conseillé auparavant Edmond Michelet, je pense que nous pourrons les uns et les autres, ensemble, essayer de donner à la France sa place particulière et exemplaire dans une civilisation moderne. Vous venez d'entendre à la fois la voix de la fidélité et celle de l'ouverture, la voix de nos traditions gaullistes et celle de la volonté d'avenir et d'évolution. C'est sous ces deux signes que j'ai placé ma candidature et que je veux, pour ma part, concilier. C'est dans cette conciliation qui est en même temps le gage de l'union entre les Français que je vous demande dimanche de m'apporter tous et toutes vos voix largement pour que, chef de l'État, j'ai l'autorité nécessaire de faire face aux difficultés, de représenter notre pays et de continuer et d'entreprendre, s'il le faut, cette besogne lourde, certes, mais passionnante, qui est la création de la France de demain.